Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans l'univers fascinant de Gregory Tomsky. C'est un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais son parcours est juste incroyable. On va parler de maths, de création de jeux, d'histoire, de philosophie, et le plus fou, c'est que tout ça part d'une seule et unique ambition, une idée de départ ultra puissante. Voilà, la citation dit tout, non? J'avais un plan. C'est de là que tout part. Et attention, on n'est pas à Paris ou à Londres, non, non. Tomsky, il se fixe cet objectif complètement faux au fin fond de la Sibérie, en Yakoutie. Et il ne s'agit pas juste de faire des maths, hein. Son idée, c'est de bâtir quelque chose, un véritable héritage. Alors, on se replace dans le contexte. On est dans les années 60-80. Et le défi de Tomsky, il est juste immense. Pensez-y une seconde. Comment est-ce qu'on peut créer une institution scientifique de classe mondiale capable de rivaliser avec les meilleurs quand on est paumé au milieu de la Sibérie, loin, très loin des grands centres comme Moscou ou Leningrad? C'est cette question, ce défi quasi impossible, qui va le forcer à penser différemment, de manière radicale en fait. Et c'est en étudiant à Leningrad qu'il fait un constat hyper important. Il observe les étudiants les plus brillants, vous savez, les lauréats des grandes Olympiades internationales, les vrais génies sur le papier. Et il se rend compte qu'ils ont un énorme handicap. C'est simple, ils sont excellents pour résoudre des problèmes qu'on leur donne. Mais, pour ce qui est de penser par eux-mêmes, de mener leurs propres recherches, là, il n'a plus personne. Il manque cruellement d'autonomie. Ce tableau, il résume parfaitement sa pensée. D'un côté, on a le système classique. On repère les talents en leur faisant résoudre des problèmes déjà connus. On teste ce qu'ils savent déjà. Et de l'autre côté, il y a la vision de Tomsky. Lui, il dit non. Il faut les initier très tôt à la vraie recherche. Pas juste tester la connaissance, mais nourrir la capacité à créer de la nouvelle connaissance. Il ne voulait pas de simples résolveurs de problèmes, il voulait des pionniers, des créateurs de savoir. Alors, face à ce constat, qu'est-ce qu'il fait? Il pourrait juste créer un nouveau programme scolaire, non? Eh bien non, ça, c'est pas assez pour lui. Ce qu'il va faire, c'est beaucoup plus radical. Il va carrément inventer une toute nouvelle branche des mathématiques. Rien que ça. Et l'idée, c'est qu'elle soit assez accessible pour que même de jeunes étudiants puissent s'y lancer et faire de la vraie recherche. Et cette nouvelle branche, c'est la géométrie élémentaire de la poursuite. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du truc, il faut savoir que la géométrie euclidienne classique, celle qu'on apprend tous, n'avait quasiment pas bougé depuis 2500 ans. Et lui, il arrive et il ajoute de nouveaux objets d'étude, les trajectoires, les stratégies. En gros, il a offert un tout nouveau terrain de jeu, une source quasi inépuisable de sujets de recherche pour les jeunes esprits. C'est pas juste un petit ajout, c'est une vraie révolution. Et quand on regarde sa démarche, on voit que c'est d'une logique implacable. C'est vraiment une pensée d'ingénieur appliquée à l'éducation. Étape 1, il identifie le besoin. Les étudiants doivent faire de la vraie recherche. OK. Étape 2, il crée le domaine pour ça, la fameuse géométrie de la poursuite. Très bien, mais comment on rend ça concret, amusant? Étape 3, il invente l'outil. Et cet outil, ce sont les jeux intellectuels de poursuite, ou JPI. Et ces jeux, ils vont devenir la pierre angulaire de tout son système. On en arrive donc au système JPETO. C'est là qu'on voit comment une théorie mathématique, un peu abstraite au départ, va se transformer en quelque chose de très concret, un vrai phénomène populaire et même un sport national. Et la preuve que ça a marché, la voilà. Le jeu phare de son système, qui s'appelle Sonore, ce qui veut dire poursuite en langue yakoute, la langue de sa région, est devenu tellement populaire qu'il a été reconnu comme un nouveau sport intellectuel national là-bas, en Yakoutie. Ce n'était plus juste un truc pour les matheux, c'était devenu un vrai phénomène culturel. Et quand on regarde les composantes du système, on comprend pourquoi ça a pris une telle ampleur. Ce n'est pas que des maths. On a une initiation pour les tout-petits, dès 4 ou 6 ans. C'est aussi un outil pour l'éducation artistique, culturelle. Il y a toute une dimension sociale avec l'organisation de tournois. Et puis, c'est un support pédagogique qui peut être utilisé de la maternelle jusqu'à l'université. C'est un véritable écosystème éducatif. Écoutez bien cette phrase de Tomsky. Le JPETO ne cède en rien par son potentiel commercial à l'ego. Rien que ça. C'est une affirmation assez dingue, mais ça montre bien l'échelle de son ambition. Pour lui, ce n'était pas juste un petit projet éducatif. Il voyait ça comme un futur phénomène mondial, culturel et commercial, capable de jouer dans la même cour que les géants comme Lego. Et l'aventure ne s'arrête pas en Sibérie, loin de là. L'histoire prend un tout autre tournant quand la carrière de Tomsky l'amène à Paris, à l'UNESCO. Et là, sa vision va passer à une échelle supérieure, une échelle mondiale. Regardez un peu cette chronologie, c'est assez parlant. 1992, il arrive à Paris pour travailler à l'UNESCO. Mars 1993, à peine quelques mois plus tard, son système JP est reconnu officiellement.
Décembre 1993, une fédération internationale est créée pour le promouvoir. Tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Et plus tard, en 2009, ils fondent l'Académie internationale Concorde pour continuer à porter cette vision. Bon, on a un mathématicien, un système éducatif, une reconnaissance internationale. On pourrait se dire que l'histoire s'arrête là. Mais non. C'est là que ça devient encore plus fascinant. Comment est-ce qu'on passe de tout ça à l'histoire ancienne et même à une réflexion sur la religion? Pour Chomsky, tout ce qu'on a vu, ce n'est en fait qu'une pièce d'un puzzle bien plus grand. Et on arrive maintenant à la vision d'ensemble. C'est ici qu'on va voir comment Chomsky a réussi à connecter toutes les pièces de son œuvre pour former une seule et même philosophie. Une philosophie qui a pour but, rien de moins, que d'unir l'humanité. Le point de bascule, il est assez inattendu. Alors qu'il est à l'UNESCO, Chomsky se met à écrire un roman historique, Les Amis d'Attila. Et c'est en faisant des recherches pour ce livre qu'il plonge dans l'histoire et la religion des peuples des steppes. Ce n'est pas du tout une distraction en fait. C'est une extension assez logique de son intérêt pour les stratégies, les systèmes de pensée, mais appliqués à l'histoire. Et de cette exploration naît le concept de tengrisme moderne. Alors attention, il faut bien comprendre de quoi on parle. Ce n'est pas du tout une tentative de faire revivre une vieille religion. Non, son idée, c'est de proposer une version modernisée de cette ancienne philosophie des steppes. Quelque chose de tolérant, de non dogmatique et surtout de totalement compatible avec une vision scientifique du monde. C'est une sorte de cadre de pensée, un support pour les gens de bonne volonté. Et voilà comment tout s'assemble. On a enfin le tableau complet. Ces trois piliers, c'est la grande vision de Chomsky. D'un côté, le JIPTO, le système éducatif pour former les esprits, détecter les talents, encourager la créativité. Ensuite, le tengrisme, qui sert de philosophie, de cadre de pensée commun, rationnel et tolérant. Et enfin, Concorde, l'Académie internationale, qui est le bras armé, l'outil pour passer à l'action et mettre en place des projets utiles pour l'humanité. C'est un système complet, éducation, philosophie et action. Ce qui nous amène à la question finale, une question vertigineuse quand on y pense. Est-ce que le travail d'une seule vie, l'œuvre d'un seul homme, peut vraiment créer une nouvelle façon d'apprendre, de penser et de coopérer à l'échange de la planète? C'est la question que nous pose l'ambition monumentale de Grigory Tomsky. Un projet qui part d'un problème éducatif, en Sibérie, pour arriver à une vision pour l'humanité tout entière. Ça laisse songeur, non?